Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Fin du tirage au sort et du système APB, orientation renforcée au lycée, mise en place de critères d'admission pour l'entrée à l'université. Le gouvernement a dévoilé son plan pour la rentrée 2018. 500 millions d'euros seront débloqués sur le quinquennat pour accompagner cette réforme. Le détail à suivre. Que faire des Français qui rentrent de Syrie alors que la loi renforçant la lutte contre le terrorisme vient d'être signée? Cette question reste en suspens. Pour Laurent Wauquiez, ils doivent être incarcérés. On posera la question à notre invité Thomas Bouvatier, spécialiste de la déradicalisation. Le Sénat veut lutter contre l'installation illégale des gens du voyage. 2 propositions de loi seront examinées demain en séance. Objectif, renforcer les sanctions et créer un délit de fraude d'habitude. Un durcissement qui inquiète les associations. Reportage et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est désormais une tradition pour le chef de l'État qui met en scène la promulgation de ces réformes. Cet après-midi, il a signé devant les caméras dans son bureau à l'Élysée la loi antiterroriste. Elle prend le relais de l'état d'urgence. On écoute tout de suite le chef de l'État. Cette loi permettra de renforcer nos moyens dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans les lieux qui auront vocation à rassembler du public lors des marchés de Noël dans quelques semaines, en définissant des périmètres de sécurité. Cette loi donnera la possibilité à nos forces de police ainsi qu'à nos préfets de fermer des lieux de culte lorsque des pratiques inacceptables y sont parfois encore aujourd'hui poursuivies. Elle permettra également d'avoir des mesures très précises pour lutter contre le terrorisme en allant procéder à des saisies particulières ou en ayant des mesures individuelles contre des individus identifiés. Cette loi qui a fait l'objet d'un travail gouvernemental important, d'un travail mené par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, en lien avec la garde des Sceaux, a fait l'objet de débats riches, nourris. Nos parlementaires ont rendu cette loi plus forte encore. Elle sera évaluée d'ici 2 ans et ce qui aura à être modifié le sera. Et dans ce contexte, que faire des djihadistes français à leur retour? La question est au cœur des débats. Après la chute de Daesh à Raqqa, une famille de djihadistes français en Syrie demande à rentrer en France pour y être jugée. Héloïse Grégoire. Leur califat à Raqqa est tombé et maintenant ils en appellent à la France. Après avoir passé plus de 3 ans au sein de l'État islamique, un couple de djihadistes et leurs 3 enfants veulent rentrer en France. Incarcérés en Syrie par des combattants kurdes du PKK, ils demandent au gouvernement français d'être rapatriés et se disent prêts à être jugés. Ils sont parfaitement conscients du fait qu'ils vont devoir rendre des comptes et répondre aux autorités françaises. Et c'est une condition de leur retour, une condition de l'arrivée en France. Rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que des personnes qui ont la nationalité française puissent revenir sur le territoire à partir du moment où elles ont exprimé leur désaveu avec ce qu'est Daesh. Le gouvernement se dit prêt à rapatrier les mineurs passés par Daesh, mais pour les majeurs, les demandes seront traitées individuellement. Pour ce qui concerne les returnees majeurs, lorsque il a été démontré qu'ils ont commis des actes de guerre, ils ont été judiciarisés et emprisonnés. Les enfants sont placés évidemment sous assistance judiciaire. La situation de cette famille n'est pas un cas isolé. Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 240 djihadistes, dont 58 mineurs, seraient revenus en France depuis 2012 et 130 seraient actuellement en prison. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences avec votre première invitée, Tam, la sénatrice LR des Français de l'étranger, Joëlle Garriaud-Maylam. Oui, Joëlle Garriaud-Maylam, bonjour. Pour vous, faut-il accéder à cette demande de cette famille française djihadiste qui demande à être rapatriée et qui sait qu'elle va être jugée?
Écoutez, au regard du droit international en particulier, on ne peut pas refuser à des Français de revenir sur le sol français. Mais il est évident qu'il faut que nous soyons extrêmement prudents. Le danger djihadiste est considérable. Moi, je crois que l'on peut rééduquer des personnes, les désendoctriner. Mais pour cela, il faut que nous fassions des efforts. Il faut que nous surveillions de très très près cette famille et en particulier les enfants. Il est tellement facile d'endoctriner des enfants et on sait très bien que les djihadistes travaillent sur les enfants pour en faire des porteurs de bombes qui se faufilent beaucoup plus facilement sous les barbelés. Nous en avons eu des témoins au fil de ces dernières années. Laurent Wauquiez, grandissime favori à la présidence DLR, propose lui l'enfermement immédiat. Il va enfermer tous les djihadistes, hommes, femmes, mais aussi mineurs. Alors j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour Laurent Wauquiez. Je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur ce point-là. Déjà, nous savons que dans les prisons, et j'en ai visité, j'ai rencontré des terroristes en prison, nous savons que beaucoup de personnes, je crois que c'est 15 à 20%, se radicalisent quand ils sont en prison. Donc l'environnement n'est pas très favorable à un emprisonnement immédiat. Par contre, un suivi extrêmement précis, bien évidemment, et peut-être effectivement un passage par un sas de désendoctrinement, comme je l'ai vu par exemple dans le cadre d'une de mes missions OTAN en Arabie Saoudite, où il y a un centre de déradicalisation mais extrêmement luxueux. D'ailleurs, je n'ai pas vu un seul terroriste dans ce centre de déradicalisation. J'avais l'impression que c'était un petit peu fait et organisé pour les étrangers et en particulier pour les membres de l'OTAN. Pour vous, la situation est sous contrôle en France? Est-ce que le suivi qu'il y a pour ces djihadistes est aujourd'hui suffisant? C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Je suis très sceptique. Bien évidemment, il y a des éléments, il y a des progrès, il y a une cellule interministérielle qui veille, il y a des organisations qui ont pris des initiatives. Mais ça me paraît insuffisant. Il faut qu'on continue à travailler. Il faut aussi qu'on voit les exemples étrangers. Au Danemark, par exemple, il se passe des choses extrêmement intéressantes sur des programmes de déradicalisation. Vous savez, l'essentiel sur ces questions-là, c'est la prévention. Il nous faut absolument prévenir ces personnes, les empêcher de passer à l'acte. Pour ça, il faut une surveillance extrêmement précise. Et nous avons besoin encore de renforcer nos budgets, de travailler davantage à la surveillance de ces personnes. Alors votre actualité, Joëlle Garriaud-Maylam, c'est votre demande de commission d'enquête sur les liens entre Microsoft et le ministère des Armées. L'accord d'exclusivité entre les deux parties a été renouvelé. Qu'est-ce que ça pose pour vous comme problème? Alors je dois dire que j'ai déjà d'autres actualités. J'ai 2 autres propositions de loi qui ont été déposées sur cette question de Microsoft et de la défense. Il y a effectivement un problème. Nous, parlementaires, sommes censés contrôler l'action du gouvernement. Sur ce contrat en particulier, pour lequel des experts ont exprimé leurs doutes, nous n'avons pas d'informations ou pas d'informations suffisantes. J'estime que c'est le devoir du gouvernement d'informer les parlementaires parce que cela pose un certain nombre de problèmes. Cela pose aussi des questions de souveraineté numérique européenne. On en parle beaucoup actuellement. Alors pourquoi ne pas encourager les logiciels libres? Effectivement, on peut s'interroger sur la fiscalité avec un Microsoft qui est basé en Irlande. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'évasion fiscale à ce niveau-là. Mais encourager les logiciels libres, c'est très important. Je voudrais saluer l'action de la gendarmerie qui, malgré d'énormes pressions, a choisi Linux, un logiciel libre. Alors pourquoi vouloir obligatoirement choisir Microsoft alors qu'on sait qu'il y a des liens avec le NSA et que des informations ont été passées? Je suis désolée, c'est une question de souveraineté nationale. Notre défense est trop importante. Je la soutiens bien évidemment à 100% dans toutes ces actions. Mais là, j'aimerais simplement avoir des réponses. Est-ce que vous estimez que la ministre des Armées, Florence Parly, fait de la rétention d'informations sur ce sujet, notamment sur la question des économies, dit-elle, qu'il y a avec cet accord avec Microsoft? Écoutez, moi, l'accord, d'après ce que j'en sais, mais là encore, je n'ai pas toutes les informations budgétaires, notamment, me paraît extrêmement cher. Alors,
qu'on m'explique pourquoi nous faisons des économies avec ce contrat. J'aimerais le savoir, qui a été signé bien sûr bien avant l'arrivée de Florence Parly, qui a été renouvelé malgré les conseils des experts. Donc voilà, c'est une question qui me paraît essentielle et j'estime encore une fois que c'est mon devoir de parlementaire d'essayer d'obtenir toute la lumière sur ce contrat. Sujet. Merci beaucoup Joëlle Garriaud-Maylam, et donc je rappelle que vous avez demandé une commission d'enquête sur ce sujet. Merci à vous, Tam. À l'issue d'une concertation lancée en juillet, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ont dévoilé leur réforme de l'entrée à l'université. Pour mettre un terme au tirage au sort, le gouvernement va mettre en place un système de prérequis tout en refusant de parler de sélection. Alicia Arpaia. Face aux échecs d'APB et à un taux de réussite en licence dépassant à peine les 40%, un plan étudiant était une priorité pour Édouard Philippe. On a considéré pendant trop longtemps que l'université pouvait accueillir tout le monde sans lui donner les moyens de repenser ses formations. Or, permettre l'inscription, c'est bien, mais permettre la réussite, c'est mieux. Un plan ambitieux qui coûtera à l'État près d'1 milliard d'euros sur le quinquennat. Il comporte 4 grands axes. Premier point, le processus d'orientation au lycée, avec un rôle renforcé du conseil de classe, la nomination d'un deuxième professeur principal pour accompagner les lycéens et des semaines d'orientation. Objectif, remettre de l'humain dans un processus mécanisé par APB. Un suivi personnalisé pour chaque étudiant qui débouche sur le second point de la réforme, la mise en place d'une nouvelle plateforme plus transparente et qui prend en compte la diversité des profils. Des détails seront donnés sur le contenu et les débouchés de chaque filière et les étudiants pourront effectuer des vœux groupés par domaine pour être sûrs de trouver une affectation qui leur correspond. Reste la question des filières. Attention, fin du tirage au sort, mais une sélection pourra s'effectuer par dossier et par motivation. Le mot n'est pas prononcé par les ministres, mais les associations s'opposent déjà à cette nouvelle méthode. On a un oui où l'étudiant serait accepté directement, un oui mais où l'étudiant devrait suivre un accompagnement pédagogique renforcé et un non qui existerait pour les filières en tension. Donc oui, effectivement, dire à un étudiant non, tu ne pourras pas accéder à la filière de ton choix alors que tu as le baccalauréat, c'est une sélection. Objectif, la réussite pour tous. Les étudiants auront droit à une année supplémentaire de remise à niveau et la réorientation sera plus facile en licence. Le 4e point se concentre sur la volonté du gouvernement de réduire la précarité étudiante. Ils seront tous inscrits dès la rentrée 2018 au régime général de la sécurité sociale. Cela s'accompagne d'une nouvelle cotisation de vie étudiante et la création de 80 000 logements supplémentaires, ce dont se satisferont les étudiants. Sur le point du régime de sécurité sociale étudiant, pour nous, ça va jusqu'au bout, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'on attendait depuis des années, parce qu'actuellement c'était quand même un étudiant sur 3 qui renonçait aux soins. Le but forcément c'est d'améliorer ça et que tous les étudiants puissent être pris en charge et puissent se soigner correctement et convenablement. Les associations restent attentives à la façon dont seront mises en place ces mesures. Elles rentreront en application dès la rentrée 2018. Et on retrouve Tam Tran Nui avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, pour une réaction à cette réforme de l'entrée à l'université. Oui, Pierre Ouzoulias qui est lui-même chercheur, enseignant à l'université. Vous connaissez donc bien ce sujet. Votre réaction donc à ce plan étudiant qui a été dévoilé par Édouard Philippe ce matin, la fin du tirage au sort du système APB. Ce n'est pas une surprise et il faut dire que c'était aussi un système qui ne fonctionnait pas très bien. Le tirage au sort, c'est un symptôme. C'est un chiffon rouge qui est agité devant la tête des parents pour leur faire oublier le vrai problème. Le problème de fond de l'enseignement supérieur en France, c'est que depuis des années, il souffre d'un sous-investissement majeur. Par ailleurs, il existe déjà une sélection pour rentrer à l'université. Ça s'appelle le bac. Le baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire. C'est pour vous une sélection bien suffisante. Qui fait une sélection. Aujourd'hui, en France, il y a 80% d'une classe d'âge qui a le bac. Est-ce que c'est trop? Certainement pas. On est dans la moyenne. Quand vous regardez la Finlande, c'est 99%. Ensuite, quand on regarde plus loin, la licence, il n'y a que 12% des étudiants français qui ont une licence. Là aussi, on est en dessous. Ailleurs, en Europe, c'est autour de 20%. Donc il y a déjà une sélection de fait pour vous. Mais bien sûr. Et le problème aujourd'hui, c'est que le nombre d'étudiantes et d'étudiants qui peuvent faire des études supérieures est trop faible en France.
C'est pas l'inverse. Donc si on rajoute de la sélection, on ne résout pas le problème. Mais il n'a pas dit le mot sélection, Édouard Philippe. D'ailleurs, on le sait, c'est la ligne rouge avec les associations étudiantes. Pour vous, il n'a pas dit le mot, mais pour autant, c'est ce qu'il propose, c'est ça ? Parce que c'est la méthode Macron. Donc la méthode Macron, on n'assume jamais ses responsabilités et on fait porter aux autres l'essentiel de la responsabilité politique. Les autres, c'est qui pour vous ? Les autres, là, ça va être les universités. C'est-à-dire qu'on donne les moyens aux universités de prendre ou ne pas prendre les étudiants qui aujourd'hui sont refusés partout. Je pense notamment aux étudiants qui ont un bac technologique et qui ne peuvent pas aller dans les UIT parce que il n'y a pas assez de place. Ce qui est quand même incroyable, c'est que les UIT qui ont été faits pour les filières technologiques, aujourd'hui, il n'y a que 30% des bacheliers technologiques qui ont accès. Édouard Philippe parle d'un plan de financement de 500 millions d'euros. Pour vous, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas un investissement dans l'université de la part de l'exécutif ? Écoutez, le gouvernement a fait ses choix. Il a fait un choix qui est un choix terrible. Avec la réforme de l'ISF, l'impôt sur la fortune, il va donner 1,5 million d'euros par an pour chacun des 100 contribuables les plus riches de France. Je veux dire que 500 millions, c'est peu ? Aujourd'hui, l'Université de Paris 1, pour faire face aux urgences de sa rentrée, elle réclame 1,5 million d'euros. Le gouvernement, il préfère les rentiers à la jeunesse. C'est un choix qui est catastrophique d'un point de vue politique. Un dernier mot peut-être sur une mesure plus consensuelle, le fait que désormais les étudiants soient rattachés au régime général de la sécurité sociale. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Il y a un autre problème. Il y a un problème qui est bien plus vaste que ça. 25% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 50% des étudiants sont salariés. Donc ça mériterait sans doute que le gouvernement pose tous ces problèmes sur la table et définisse enfin des mesures pour résorber la précarité estudiantine. On en est là. Merci beaucoup Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à mes questions. Pour vous, eh bien, ce plan est très largement insuffisant, on l'aura compris. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. On ouvre à présent notre page consacrée à ces propositions de loi qui seront examinées demain en séance. Elles visent à sanctionner davantage les gens du voyage en cas d'installation sauvage. Pour les sénateurs, les difficultés se multiplient sur le terrain et les élus locaux sont parfois démunis. Alors avant d'en parler avec mes invités, voyez ce reportage de Fabien Recker. Il s'est rendu ce matin à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Depuis 2 ans, près de 200 caravanes stationnent sur ce terrain, de chaque côté de la D190. Christophe Delrieux, maire sans étiquette de la ville, connaît bien les lieux. Donc ils se branchent sauvagement à l'électricité. Là, ils sont connectés de manière illégale sur une entreprise qui se trouve juste de l'autre côté de la route. Donc chaque fois, nous, on vient déconnecter cette connexion électrique avec les services de la ville de Carrières ainsi que la police municipale. Et chaque fois, ils viennent se reconnecter eux-mêmes. Donc c'est un petit jeu comme ça qui dure assez longtemps. Ces branchements sauvages entraînent des risques de sécurité et des procédures à répétition de la part des riverains. Donc on retrouve la même problématique que pour l'électricité avec l'eau, où on a des connexions sauvages qui se font soit sur des bornes d'incendie, soit sur des éléments hydrauliques et hydrants qui se trouvent dans l'espace, mais en tout cas qui ne sont pas faits pour ça et qui sont surtout privés. Des désagréments qui agacent cet élu, car il estime que les communes font déjà beaucoup d'efforts à destination des gens du voyage. Quand je vais moi-même voyager ici ou là, quand l'hôtel est occupé, je ne me mets pas dans le hall ni sur le parking. Voilà, c'est une attitude qui déjà devrait être celle de tous les gens du voyage. Quand on a accueilli déjà un premier groupe et on s'efforce de l'accueillir au mieux en prévoyant la scolarisation des enfants, en prévoyant les connexions entre l'eau et l'électricité, en voyant avec eux toutes ces conditions d'accueil, eh bien on se retrouve encore aujourd'hui à avoir des occupations illégales sur ce même territoire communal alors qu'on a fait des efforts pour accueillir un premier groupe. Une partie des voyageurs est de passage. Réunis à Carrières le temps d'une fête religieuse, ils n'ont pas encore repris la route. Mais de nombreuses familles sont sédentarisées dans les Yvelines. C'est le cas de Mimi, qui est arrivée sur ce terrain il y a 2 ans avec les autres familles. Moi, mes enfants, déjà, ils sont scolarisés ici, sur Carrières-sous-Poissy. Et j'ai un enfant qui est handicapé sur Versailles. Et je n'ai pas le choix de rester dans 78. Donc il nous faut une place. Si la commune de Carrières propose une aire d'accueil, celle-ci n'est pas assez grande, disent les gens du voyage. Des familles qui déplorent leurs conditions de vie sur ce terrain qu'elles n'ont pas choisies. On n'a pas de toilette, on n'a pas de douche, on n'a rien. Regardez, on vit dans la boue, il n'y a pas d'emplacement, il n'y a rien. On n'a pas le choix, quoi. À part ici, vous voulez partout qu'on va les rejeter. La communauté urbaine prévoit l'aménagement d'une aire de grand passage, mais celle-ci n'en est qu'au stade de projet. Les familles sédentaires, quant à elles, espèrent pouvoir acquérir un terrain pour s'y installer durablement avec leur caravane.
Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Yves Lecomte, bonjour, sénateur socialiste, vous représentez les Français de l'étranger. Vous êtes le rapporteur de ces textes, on va en parler, qui seront examinés demain en séance. Jean-Claude Carle, bonjour, vous êtes sénateur et républicain de la Haute-Savoie. Vous êtes un des co-rédacteurs de ces propositions de loi. Merci d'être avec nous. Laurent Elgozi, bonjour, vous êtes le président de la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tziganes et les gens du voyage. Vous êtes par ailleurs élu socialiste à Nanterre. Carl Olive est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le maire Les Républicains de Poissy. Une réaction avec vous, on vient de voir le maire de Carrières-sur-Poissy. Votre commune a connu récemment les mêmes difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je crois qu'on est vraiment démunis. Moi, j'aimerais bien qu'il soit créé non seulement une Ligue des droits de l'homme, mais aussi des devoirs de l'homme. Ce que je rencontre à Poissy, que ce soit au niveau des gens du voyage, et on parlera peut-être après des Roms, même si ce n'est pas la même législation, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de choses qu'on met en place, des diagnostics sanitaires, des diagnostics sociaux, et à l'arrivée, on est démunis, parce que quand bien même on est force de proposition pour installer des aires d'accueil, l'État, parfois, nous les refuse. Ça a été le cas à Poissy à 3 reprises. On parlait de la communauté urbaine. Quel motif de refus les motifs sont multiples. Il n'y a pas suffisamment d'installation de prise d'électricité, pas suffisamment d'éclairage, pas suffisamment de sécurisation. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Sur la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, 405 000 habitants, il faudrait que nous ayons 117 places. On en a 88 et on est soumis dans l'irrégularité qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez, comme à Poissy, ça s'est passé il y a encore 10 jours, 120 caravanes qui se déplacent à l'entrée de PSA, il faut vraiment avoir force et conviction auprès de la préfecture pour que ces personnes ne s'installent pas ici. Encore une fois, il y a beaucoup de droits, mais il y a aussi des devoirs et souvent les devoirs, on les oublie. Oui. Votre réaction, est-ce que vous venez d'entendre Laurent Elgozi? Bon, d'abord, je voudrais bien qu'on ne parle pas de la question des populations vivant en bidonville et que l'on dit Roms, parce que c'est un tout autre sujet. Ce ne sont pas des citoyens français, c'est un autre sujet. Et moi, j'ai les Roms aussi. D'accord. Alors faisons un autre débat sur les Roms. La question du stationnement, elle est évidemment centrale. Et aujourd'hui, les conclusions de la commission des lois disent que depuis 30 ans, il y a une recherche d'un équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. Force est que de constater, alors ça s'adresse peut-être pas à vous, monsieur le maire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, seulement 18 départements sur la totalité du territoire français sont en règle par rapport à la loi Besson qui date de 17 ans. Et donc les premiers qui n'appliquent pas la loi, ce sont les maires. Et je suis élu d'une ville qui, de ce point de vue-là, n'est pas en règle. Je n'en suis pas fier. Lorsque la totalité des aires d'accueil, des places d'aires d'accueil seront construites, et aujourd'hui on peut considérer que moins de la moitié des places sont réellement aux normes, vous dites que l'État nous demande qu'il y ait effectivement des sanitaires, de l'électricité. Une aire d'accueil, c'est un lieu d'habitation. Et un lieu d'habitation, ça répond à des normes, que ce soit pour le logement social, pour le logement privé ou pour les aires d'accueil. Donc il est normal qu'il y ait un certain nombre de normes. Tant que le nombre d'aires d'accueil et de places en aires d'accueil dignes ne seront pas ce qu'il faut, évidemment, vous serez soumis à des grandes difficultés, des difficultés d'abord pour les personnes qui, comme elles le disent, ne choisissent pas ces endroits-là, et également pour les élus et pour la population. Mais fondamentalement, on aborde toujours la question des gens du voyage par l'itinérance, par le stationnement, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et force est de constater que dans les débats autour de ces deux PPL sénatoriales, ça témoigne d'une ignorance des modes de vie, de l'ancrage territorial. On va y venir, on va faire agir Jean-Claude Carle, si vous voulez bien, Laurent Elgozi. Sur ces populations. Et dernier point, il y a une commission nationale consultative. Ces PPL n'ont absolument pas été soumises à la commission nationale consultative. On ne leur a même pas donné son avis. L'avis de la commission nationale consultative, dans laquelle il y a des élus. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, pardon, je vous donnerai la parole après pour que tout le monde puisse s'exprimer, Laurent Elgozi. Oui. Est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle loi, d'un nouveau dispositif législatif pour sanctionner davantage les gens du voyage? Oui, ce n'est pas pour sanctionner davantage les gens du voyage. Notre proposition de loi, c'est une proposition de loi équilibrée qui s'inscrit dans l'esprit de la loi Besson. C'est pour sanctionner si les gens ne respectent pas la loi. Et c'est ce qui se passe
aujourd'hui. D'abord, notre proposition, elle vise à clarifier les choses, car depuis la loi Besson, les compétences des collectivités, des différents acteurs ont évolué. Donc il faut que ça soit clair, parce que si on veut qu'une loi, elle soit appliquée, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit comprise. Donc sanctionner, oui, quand les gens du voyage ne respectent pas la loi. Alors vous dites, monsieur, qu'il y a que 24 départements 18 qui sont en conformité. La Haute-Savoie est en conformité, ce qui n'a pas empêché 88 occupations illicites par des gens du voyage, et qui créent des problèmes. Donc ma proposition, c'est de faire appliquer la loi. Elle n'est pas une loi... Mais nous sommes d'accord. Mais donc vous êtes victime, comme votre collègue maire de Poissy, vous êtes victime du fait que les autres élus n'appliquent pas la loi. Faisons appliquer la loi sur tout le territoire et pas seulement sur 18 départements. C'est pas parce que des gens ne l'ont pas fait qu'il ne faut pas modifier la situation. Et je le dis, c'est dans l'esprit de la loi Besson. Cette loi qui donne des droits et des devoirs à chacun. Les devoirs pour les collectivités territoriales d'être conformes au schéma départemental. Absolument. Et celles qui n'y sont pas, on ne peut pas appliquer la loi. Et pour les gens du voyage, le devoir de respecter la loi, ce qu'ils n'en font pas dans un certain nombre de cas. Alors là aussi, pas d'amalgame. Pas d'amalgame avec les Roms, pas d'amalgame non plus avec des gens qui n'ont pas la culture du gens du voyage. Et c'est un vrai problème aussi. Viennent s'agréger à ces flux d'autres personnes, d'autres communautés qui n'ont pas cette culture-là. Donc c'est de tout ça qu'il faut tenir compte. Ça n'est pas une loi discriminatoire, c'est pas une loi sanction. D'abord, ça ne pourrait pas être discriminatoire. Ça ne pourrait pas être discriminatoire. Jean-Yves Lecomte. Mais c'est pas uniquement les sanctions, c'est l'explication. De ces proposition de loi. J'ai été rapporteur d'une proposition de loi un peu équivalente il y a quelques années. Mais depuis, justement, et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas cette proposition d'aujourd'hui. L'année dernière, lors de la loi égalité-citoyenneté, nous avons pris un certain nombre de dispositions, justement, dans le droite ligne, là pour le coup, de la loi Besson. Elles ont été toutes balayées par l'Assemblée nationale. Elles n'ont pas été balayées par l'Assemblée nationale. Elles ont été toutes balayées. Monsieur Carl, elles ont été votées. Cher Monsieur Lecomte. Elles ont été votées. Les dispositions, d'abord, une disposition essentielle qui permet aux gens du voyage, enfin, d'être des vrais citoyens français. L'abrogation des carnets et de livrets de circulation. C'était fondamental pour finalement leur montrer qu'ils sont complètement citoyens et ne pas leur donner, en termes de circulation, des contraintes spécifiques et ne pas leur imposer des dispositions discriminatoires pour leur droit de vote. Parce qu'on peut parler après de droits et de devoirs, mais il faut qu'ils soient complètement intégrés à la communauté nationale. Ensuite, justement parce qu'il y a, il faut le dire, plus de 30% des communes qui ne respectent pas une loi qui date de plus de 20 ans. Hein, parce que les premières lois qui obligeaient à faire en place des méthanes, c'est 1990. Oui. Bon, 30% des communes, 18 départements qui respectent. Donc à partir de là, la démarche qui a été engagée lors de la loi égalité-citoyenneté, c'est de dire que finalement, il fallait renforcer les capacités d'expulsion des collectivités territoriales qui respectaient la loi, tout en mettant en place un dispositif de consignation qui obligeait et qui incitait mieux que le pouvoir de substitution du préfet pour finalement contraindre les communes qui ne respectent pas la loi à la respecter. Et d'ailleurs, des communes qui, à la sortie, finalement, pose des problèmes, parce que lorsqu'une commune n'a pas d'aire d'accueil, elle va là où il y a une aire d'accueil et elle va autour. Donc finalement, en fait, il est important que la loi soit respectée par tous. Et c'est la Cour des comptes qui, cette année, a encore rappelé combien la loi n'était pas respectée par les collectivités et quelles difficultés ça pouvait poser. Et par conséquent, qui d'ailleurs soulignait en même temps les efforts et les dispositions nouvelles qui ont fait l'objet de longues concertations et qui ont été votées lors de la loi égalité-citoyenneté et qui sont progressivement en train d'être mises en place parce que les décrets d'application sont mis en place. Et je vais vous dire, ce qui est dommage, c'est qu'en limitant la difficulté et le problème des gens du voyage à cette question de l'installation, alors qu'on a déjà mis des dispositions en place qui sont en cours de mise en route parce que les décrets sont en train d'être mis en route. Vous empêchez de prendre en compte d'autres difficultés. La question de la scolarisation. La question qui a été posée, la question de la santé, la question du vieillissement et aussi de la volonté finalement d'un certain nombre qui ont été. Est-ce que vous venez sur le terrain de sédentarisation? Moi, je me demande si on vit dans le même endroit. Vous venez sur le terrain, vous déplacez pour voir ces populations. Vous êtes sur ces terrains. Moi, je vous. Monsieur Lecomte est représentant des sénateurs des Français de l'étranger. Non, mais moi, je vais vous dire. Moi, je le vis. Dès que je travaille sur le sujet, j'en ai rencontré. C'est pas par rapport à vous, Monsieur Lecomte. C'est pas.
c'est pas par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression qu'il faut se déplacer, excusez-moi, déplacez-vous sur le terrain. Oui. Encore une fois, beaucoup de droits, très peu de devoirs et l'inverse est vrai également. Attendez, mais je vais vous expliquer. Moi, j'ai une facture de 450 000 euros, monsieur. J'ai une facture de 450 000 euros quand ces personnes ne partent. Qui correspond à quoi? À des charges d'immondices, parce qu'en plus, ces populations aujourd'hui, eh bien, vont aller démarcher les entreprises. Attendez, ne dites pas ces populations de monsieur, manière générale. Il y a aussi, je vous ai pas coupé la parole. Un certain nombre de personnes qui s'installent et qui ne posent pas de problème. Couper la parole. Parce que là, on est dans des belles phrases, etc. Moi, je suis sur la réalité du terrain. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on a donc ces personnes, des gens du voyage, qui vont démarcher des entreprises pour prendre leurs immondices, pour prendre leurs déchets, etc. Moi, aujourd'hui, à Poissy, je vais vous le montrer, j'ai une décharge à ciel ouvert. J'ai une décharge à ciel ouvert. Qui paye? Le contribuable? Ces gens-là vont payer. La même en Haute-Savoie. Hein. Mais attendez, on est dans des droits sans devoir. C'est pas normal. Non. Ce n'est pas normal. Là, c'est la réalité du terrain. Moi, c'est pas des lois égalité, citoyenneté. C'est ce que je vis au quotidien. Mais personne dit que c'est normal. Personne dit que c'est normal. Alors, quand vous dites qu'on va pas sur le terrain, encore une fois, la FNASAT, c'est une centaine de structures sur la totalité des départements, y compris. Alors faites avancer la cause. Alors, durcissons la loi. Non, ça n'est pas en durcissant la loi. Mais bien sûr que si, que c'est en durcissant la loi. Le travail que fait la Commission nationale. Moi, j'ai pas de problème d'intégration dans la scolarisation, dans le diagnostic social et sanitaire. La Commission consultative dans laquelle les élus, les services de l'État, les associations et les gens du voyage eux-mêmes sont représentés, travaillent sur ces questions-là et fait des propositions. Mais c'est pas en durcissant et même en essayant d'inventer des nouveaux délits, des pénalités de 100 000 euros. Comment peut-on imaginer... bientôt, je vais remercier ces personnes d'être parties. Vous vous rendez compte ? Comment peut-on imaginer que des gens du voyage vont pouvoir payer une amende de 100 000 euros ? Donc la proposition de loi est simplement inapplicable. Et en plus, au lieu d'essayer de retisser des liens, de respecter les gens. C'est ce que nous faisons, monsieur le Gazi. Écoutez, bien sûr, c'est ce que nous faisons. Je ne dis bien sûr que si. On leur donne des vêtements, on va à leur rencontre. Je dis encore une fois que la loi n'est appliquée réellement que dans 18 départements sur l'ensemble du territoire. Elle n'est pas appliquée, que moins de la moitié des places d'aires d'accueil sont construites, que la gestion des aires de grand passage, dont on ne sait pas très bien si vous demandez qu'elle soit déléguée au préfet ou si vous voulez la garder, mais sans en avoir la responsabilité, n'est pas gérée. Les aires de grand passage ne sont pas installées. Combien vous avez de gens du voyage à Nanterre aujourd'hui? Ne réduisez pas nos propositions à la seule sanction, c'est d'abord de responsabiliser et de responsabiliser d'abord les collectivités, car les collectivités qui ne seront pas en conformité, elles ne pourront pas bénéficier de cette loi. C'est inexact. Les dispositions de responsabilisation et d'un bonus aux villes qui respectent, c'est ce qui a été voté lors de la loi égalité et citoyenneté, qu'elles se mettent en conformité avec la loi. Et nous, pour cela, nous précisons. Mais bien sûr, mais c'est la loi Besson et ça ne le modifie. Mais ça ne le modifie pas. Mais ça ne le modifie pas. Comment faites-vous pour les inciter? Alors je vous donne un exemple. Vous dites ça coûte trop cher, on a du mal à convaincre l'opinion publique. Je vais vous expliquer. La ville des Mureaux, il y a 16 places. C'était dans le cadre de la loi, il y a 16 places. Dans le schéma départemental, il y a 16 places. Okay, il y en a 12 qui sont totalement occupées de façon pérenne. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Mais parce que les gens du voyage, à un moment donné, s'installent. C'est ce qu'a expliqué le collègue Christophe Delrieux. Ils s'installent, ils ne partent plus ensuite. Ils sont bien, mais parce qu'ils sont bien. Parce qu'il n'y a pas d'autre place. Parce qu'ils sont bien. Mais pour pouvoir voyager, monsieur, il faut pouvoir s'arrêter ailleurs. Mais monsieur, je dis simplement, monsieur il faut avoir une place ailleurs. Il faut être sûr de pouvoir trouver une place ailleurs. Je vous donne simplement l'exemple. La liberté de voyager, elle s'arrête où commence celle des autres. Attendez, je pense qu'il y a un point sur lequel la liberté de voyager va avec la liberté de s'arrêter, la possibilité de s'arrêter. Sinon, c'est un leurre. Chers collègues de Nanterre, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait des devoirs par rapport à ça. Moi, je ne peux pas me satisfaire d'accueillir des gens du voyage pour lesquels je fais un diagnostic social, sanitaire, avec un accompagnement, comme l'a dit la personne, pour aller dans les hôpitaux. Pour lequel vous avez des financements. Écoutez, pour lesquels on donne aussi des vêtements. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et ces gens-là, 15 jours, 3 semaines après, repartent avec des factures de 300, 400 000 euros. Et là, il n'y a pas de devoir. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alors, je suis d'accord. C'est pas cette proposition de loi qui est une des multiples propositions de loi encore sécuritaires. Ça n'est pas cette proposition de loi qui arrangera les choses. C'est par contre c'est le dialogue, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Et pas la sanction qui je voudrais poser une question, s'il vous plaît, à Jean-Yves Lecomte.
Il y a aussi cet aspect, et on l'a dit, d'évolution finalement, de sédentarisation des gens du voyage. Est-ce que la loi finalement en tient suffisamment compte? On le voit, certaines personnes qui sont sédentaires maintenant depuis plus de 2 ans. Il y a, lorsqu'il y a des personnes qui restent longtemps ou qui s'installent sur les aires d'accueil, c'est une difficulté, ça change la nature des aires d'accueil, et je comprends la difficulté des élus locaux par rapport à ça. Mais si on veut effectivement trouver une solution, ils sont demandeurs eux-mêmes, hein, quand on les de ça, et ils proposent une solution qui n'est pas acceptable. C'est souvent les terrains familiaux où ils installent, ils louent, ils achètent un bout de terrain, puis ils arrivent avec leur caravane en disant ben là c'est à moi, donc je peux m'installer, sans tenir compte de l'urbanisme. Mais de cela, il faut discuter. C'est un vrai problème, et je comprends que les élus locaux soient particulièrement sensibles à ce point. Mais là, je crois que ce n'est pas simplement en disant sur un point qui est sensible, je le comprends, les installations illicites qui posent des difficultés aux communes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement un vieillissement de la population, il y a une volonté de sédentarisation pour de multiples raisons. Et je crois que c'est la question majeure aujourd'hui qu'ils cherchent c'est la question des terrains familiaux. Comment est-ce que, effectivement, alors qu'on a besoin de plans d'urbanisme, d'une volonté générale d'organisation de la ville, comment en même temps peut-on répondre à leur volonté souvent de pouvoir s'installer et d'avoir des droits. Et là, je crois qu'il y a besoin de dialogue. Il y a besoin d'échanger avec eux. Et je ne crois pas que ce soit opportun de remettre sur le tapis quelque chose qui a été réellement... On a fait des évolutions, on est bien conscient des difficultés. C'est bien pour ça qu'il y a eu des évolutions dans la loi égalité citoyenneté. C'est en train d'être mis en place. Ça ne fonctionne pas. Jean-Claude Carle, ça ne fonctionne pas parce que ça n'est pas encore complètement mis en œuvre. Pour inciter les élus à respecter la loi Besson. Ils nous disent que ça coûte trop cher et il y a aussi l'opinion publique à convaincre. Oui, l'appliquer comment? Jean-Claude Carle, s'il vous plaît. Si je peux m'exprimer. Allez-y. Oui, effectivement, ça pèse sur les collectivités. D'ailleurs, la Cour des comptes le reconnaît, puisqu'elle a évalué à 35 000 € le coût d'une place, et en regrettant entre 15 000 et 50 000 aujourd'hui, euros par emplacement les collectivités font face à des baisses des dotations de l'État. Donc, c'est pas évident. Et nous avons prévu dans un article qui vise à la mutualisation entre les communes, les EPCI et entre les EPCI eux-mêmes. Donc, ça va tout à fait dans le sens de l'incitation. C'est ce qui a été fait au moment de la loi NOTRe. C'est une proposition qui émane d'un texte de Mme Gouraud et de M. Darnaud pour définir clairement les compétences et pour inciter à la mutualisation entre les EPCI. Je pense que c'est par la mutualisation qu'on y arrive. Quant à la sédentarisation, la loi, elle le prévoit, pas mon texte, mais c'est déjà dans la loi, puisque les collectivités, à partir d'une certaine taille, ont obligation de prévoir des logements pour les gens du voyage qui voudraient se sédentariser. Je vous donne un exemple. Dans une commune de mon département, Faverges, pour ne pas la citer, il y a obligation de 3 logements. Il n'y a qu'un logement qui est occupé. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens de la commune qui souhaiteraient occuper ces logements. Donc là aussi, on voit bien aussi les limites de la loi. Carl Olive, peut-être, Laurent Ngozi, allez-y, je donne la parole. Je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Lecomte, sur la question d'avoir un abord plus large de l'ensemble de l'habitat des gens du voyage, et pas simplement de la caravane, de la circulation, des grands passages, etc. La vraie question, c'est effectivement comment on règle la question de l'habitat des gens du voyage. Et il faut le régler par le droit commun. Et on les il y a un certain nombre de textes de loi qui sont pour le moment absolument, dont les décrets sont même pas parus, et on voudrait renforcer la pénalisation des gens du voyage, alors même que des dispositifs la pénalisation pour ceux qui ne respectent pas. Quelles sont les sanctions? Mais bien sûr, mais pénalisons aussi les mecs qui ne respectent pas la loi. Et puis, je voudrais Laurent dire... Ngozi, quelles sont les sanctions aujourd'hui pour les gens du voyage qui ne respectent pas la loi? De toute façon, mais c'était pas là-dessus. Elles sont déjà importantes. Dans les plans locaux d'urbanisme et dans les plans départementaux pour l'accueil des personnes défavorisées, savez-vous combien prennent en considération cette question de l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire des terrains locatifs sociaux, des terrains familiaux privés? Savez-vous combien? Moins de 10%. Donc là, il y a évidemment des possibilités qui sont inscrites dans la loi et dont les collectivités locales ne se saisissent pas. Pourquoi? Simplement parce que, disons-le franchement, les collectivités locales n'ont pas envie d'avoir des gens du voyage, des voyages sur leur territoire, et ça relève de la stigmatisation qui a été dénoncée depuis des années par le défenseur des droits. Il y a déjà des sanctions qui existent pour les gens du voyage. Allez-y. Bien entendu, il y a des sanctions, il y a des peines. Lesquelles? Il y a des peines financières.
en particulier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces peines-là, ce sont des peines qui, les peines, elles sont prononcées par des juges, et les juges ne prononcent qu'une part infime de l'intervalle qui est prévu par la loi, déjà. Parce qu'en réalité, elles ne sont, elles sont utilisées déjà aujourd'hui comme par leur caractère dissuasif, justement pour que les gens partent. Non. Et qu'à partir du moment où ils sont partis, très bien. Ça fonctionne très bien. Hein, je peux vous le dire. Vous savez, à partir du moment où le préfet n'a pas d'autre solution et où de toute façon il faut bien qu'il soit installé quelque part, malheureusement, vous ne résolvez pas ce type de difficulté en disant je veux pas les voir chez moi, je veux simplement qu'ils partent. L'important c'est d'avoir un plan global. C'est la raison pour laquelle, il y a des plans, il y a des plans par département qui devraient être faits. À partir du moment où vous avez que 18 départements qui respectent qui ont un plan correct, comment voulez-vous que les choses se tiennent? Vous avez parlé de la décision du juge. Vous avez parlé de la décision du juge. Je suis complètement d'accord. Vous ne croyez pas qu'il pourrait y avoir des procédures allégées pour les préfets? Mais il y en a. Ne croyez pas qu'il pourrait y avoir... Attendez, laissez-moi terminer, monsieur. Est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à faire expulser bien sûr, des campements illégaux? Je vais vous expliquer. Le lendemain de l'arrivée de ces personnes, nous avons donc effectué le diagnostic social, sanitaire que j'expliquais tout à l'heure. Je me suis déplacé avec monsieur le sous-préfet Gros-Vogel de Saint-Germain-en-Laye, à qui je rends hommage. C'est une ville que vous connaissez. Il a fallu 1 mois et demi pour arriver à ces fins, avec des gens qui vous disent la main sur le cœur, on reste 15 jours, pas de problème, vous allez nous accompagner à l'hôpital, c'est ce qu'on a fait. 15 jours plus tard, ils sont plus 15, ils sont 127, et à l'arrivée, j'ai une facture de 500 000 €. Alors moi, j'entends bien qu'on parle, évidemment, qu'on stigmatise un peu les collectivités locales, le manque entre guillemets, de respect à l'application de la loi. C'est pas le cas dans le département des Yvelines, en tout cas. Laissez-moi terminer sur l'application la Vallée de Seine, la communauté urbaine, parce qu'encore une fois, il nous manque 33 places à l'échelle de 405 000, et on est sur le point de pouvoir le faire. C'est pas ça la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est qu'à un moment donné, quand on a rempli nos droits, on souhaite qu'il y ait en face des devoirs. Et c'est ça le véritable problème. Je comprends votre difficulté. C'est pas la difficulté, c'est la réalité. Écoutez, moi je suis dans un département qui respecte le schéma, qui respecte la loi. Et je vous l'ai dit, dans ce département qui respecte la loi, il y a eu 88 occupations illicites. Et des gens qui sont restés parfois plus de 15 jours, pour ne pas dire des mois, alors qu'ils étaient en totale illégalité. La loi n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable, parce que c'est trop long, parce que c'est pas dissuasif. C'est l'objet de ma proposition. Ils sont restés en Savoie, ils sont bien en Savoie, parce que vous les recevez convenablement et que les autres ne le font pas. S'ils pouvaient aller ailleurs... Mais c'est plus des gens du voyage qui restent en Haute-Savoie. Attendez, les gens du voyage, ils ne sont pas obligés de traverser la France d'est en ouest et du nord au sud tous les jours. Non. Ils ont des activités professionnelles, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes, des questions familiales, ils ont des réunions comme tout le monde. Mais s'ils restent en Savoie, comme vous le dites, et je veux bien vous croire, pas de raison de ne pas vous croire, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et donc travailler avec vos collègues des départements voisins, des communes voisines, pour qu'eux aussi soient en règle. Ils ne le sont pas. 18 départements sur 95. Le débat est terminé. Rendez-vous demain dans On va les envoyer dans votre département, cher monsieur. Il y a quand même. Merci à tous les 4 d'avoir été les invités. Mais on n'a pas fini. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, Laurent Egozzi. Merci, Carl Olive. Merci, Jean-Yves Lecomte. Merci, Jean-Claude Carle. Autre sujet brûlant qui intéresse le Sénat et les collectivités territoriales, c'est l'aménagement du territoire, le plan fibre. Pour la première fois, le Sénat a saisi l'ARCEP, l'autorité des télécoms, qui s'inquiète du non-respect des engagements des opérateurs comme SFR. Samia Dechia. C'est au Sénat qu'Emmanuel Macron en a fait la promesse. Un accès à une connexion Internet rapide d'ici 3 ans sur tout le territoire. Le gouvernement s'est engagé à assurer un très bon débit pour tous dès 2020, soit une connexion de 8 mégabits par seconde. 2 ans plus tard, soit en 2022, tous les Français doivent avoir accès à une connexion très haut débit de 30 mégabits par seconde. Les sénateurs ont voulu savoir si les opérateurs pourraient tenir des échéances aussi proches. En juillet dernier, ils ont donc saisi l'ARCEP. L'autorité de régulation des communications s'est prononcée en tirant la sonnette d'alarme. Si nous tirons des droites à partir des rythmes actuels de déploiement, eh bien, nous serons en retard. Nous voyons que ces déploiements s'achèveront au mieux en 2023. Donc ça veut dire non seulement pas en 2022, mais pas non plus en 2020, qui était l'objectif sur lequel ces acteurs s'étaient engagés en 2011. Pour accélérer le rythme, l'ARCEP s'est dite favorable à une proposition des sénateurs, rendre contraignants les engagements des opérateurs.
Aujourd'hui, s'ils ne les respectent pas, ils ne risquent aucune sanction. Non seulement ils ont pu choisir les secteurs rentables, mais en plus ils ne tiennent même pas leurs engagements. Donc la moindre des choses, quand un opérateur dit je vais aller sur ce secteur, s'il ne tient pas ses engagements, s'il y a un retard sur ses déploiements, eh bien qu'il soit sanctionné. C'est une règle de droit qui s'applique pour tout le monde, sauf pour les opérateurs. Fort de l'avis favorable de l'Arcep, plusieurs sénateurs préparent une proposition de loi pour créer un dispositif de contrôle. Et la réaction de Patrick Chaize, sénateur LR de l'Ain, il est avec vous, Tam Tranui. Oui, Patrick Chaize, vous faisiez partie de ces sénateurs qui avaient saisi l'Arcep. Et d'abord, que pensez-vous du plan du gouvernement en matière de très haut débit? Un plan qui fixe une étape intermédiaire de bon haut débit horizon 2020 annoncé par Emmanuel Macron l'été dernier. Oui, alors effectivement, ce plan France très haut débit, il n'est pas jeune puisque c'est 2 gouvernements successifs qui l'ont mis en place. Il a pour objet de couvrir le territoire national donc en fibre optique, qui a été un choix courageux fait par la France, qui n'est pas forcément le choix fait de tous les pays européens, et ce qui donc nous permet de voir à l'avenir d'un plutôt bon œil, puisque ça veut dire que la France sera peut-être un des premiers pays européens à être fibré. Un bon plan et totalité. Un plan faisable. C'est un bon plan, c'est un plan faisable. C'est un plan ambitieux, mais c'est aussi un plan compliqué. C'est un plan compliqué parce que, d'abord, il faut respecter, bien sûr, le cadre européen, qui donc impose à ce que, d'abord, les infrastructures soient réalisées, et si possible, par les privés. Et que, donc, ce cadre européen fixe aussi comme règle, qui est une règle qui a atteint ses limites, que la concurrence se fasse par les infrastructures. Alors ça, c'est vrai et c'est possible dans les zones très denses. Il y a 148 villes en France qui sont en zones très denses. Ensuite, on a un deuxième secteur qui sont des zones où l'initiative a été laissée au privé. Et enfin, donc, des zones où, où moins denses, donc, qui sont les zones plus rurales, où eh bien, il n'y a pas eu d'imposition à quiconque de réaliser et sur lesquelles eh bien, il a fallu trouver des solutions. Justement, dans ce contexte, SFR dit vouloir fibrer tout le pays d'ici 2025, et notamment dans les territoires ruraux. Qu'est-ce que ça pose comme problème, cette annonce de SFR, qui a priori pourrait paraître positive pour la plupart des Français ? Alors, en fait, c'est une annonce très positive parce que, globalement, dire oui, on va tout régler, c'est parfait. Sauf que elle arrive un peu tard, puisque dans le cadre, justement, de ces plans, il y a eu un appel à manifestation d'intention d'investissement qui a été fait en 2010 auprès des opérateurs privés, dont SFR a bien sûr été saisi, et SFR a répondu. SFR a dit, bah voilà, moi je vais faire tel territoire. Mais pas cela. Mais en gros, ça concerne globalement entre SFR et Orange 3400 communes en France, c'est-à-dire à peu près 10% de notre territoire. Pour le reste... Il y avait toute une partie du territoire dont SFR ne voulait pas s'occuper à l'époque. SFR a dit, ça ne m'intéresse pas. Orange non plus, d'ailleurs. Aucun opérateur privé a dit ça m'intéresse. Donc, eh bien, il a fallu trouver des solutions. C'est de là qu'a été monté le plan France très haut débit en disant, eh bien, il faut qu'on accompagne les collectivités pour que les collectivités qui, dans une logique d'aménagement du territoire, eh bien, viennent investir sur ces secteurs. Et aujourd'hui, ces collectivités voient donc SFR qui veut reprendre ce marché, c'est cela le problème ? Et c'est bien sûr la difficulté parce que les collectivités ont engagé déjà des travaux, ont engagé des négociations avec d'autres opérateurs, des opérateurs de réseau, avec qui elles ont donc partagé d'ailleurs le financement. Il y a beaucoup de financement privé dans ces zones publiques, mais maîtrisées par le public. Et donc, globalement, ces contrats ont des obligations par la collectivité, des obligations de couverture, des obligations de nombre de lignes. Si on arrêtait tout aujourd'hui, ça serait dramatique d'un point de vue financier. Parce que d'abord, ça mettrait en péril les modèles économiques et ça casserait la dynamique des projets publics. Merci beaucoup Patrick Chaize d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Tam. Alors que le chef de l'État vient officiellement de promulguer la loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, cette question, que faire des djihadistes français à leur retour? Après la chute de Daesh à Raqqa, une famille de djihadistes français en Syrie demande à rentrer en France pour y être jugée. Héloïse Grégoire. Leur califat à Raqqa est tombé et maintenant ils en appellent à la France. Après avoir passé plus de 3 ans au sein de l'État islamique, un couple de djihadistes et leurs 3 enfants veulent rentrer en France.
Incarcérés en Syrie par des combattants kurdes du PKK, ils demandent au gouvernement français d'être rapatriés et se disent prêts à être jugés. Ils sont parfaitement conscients du fait qu'ils vont devoir rendre des comptes et répondre aux autorités françaises. Et c'est une condition de leur retour, une condition de l'arrivée en France. Rien ne s'oppose aujourd'hui à ce que des personnes qui ont la nationalité française puissent revenir sur le territoire à partir du moment où elles ont exprimé leur désaveu avec ce qu'est Daesh. Le gouvernement se dit prêt à rapatrier les mineurs passés par Daesh, mais pour les majeurs, les demandes seront traitées individuellement. Pour ce qui concerne les returnees majeurs, lorsque il a été démontré qu'ils ont commis des actes de guerre, ils ont été judiciarisés et emprisonnés. Les enfants sont placés évidemment sous assistance judiciaire. La situation de cette famille n'est pas un cas isolé. Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 240 djihadistes, dont 58 mineurs, seraient revenus en France depuis 2012 et 130 seraient actuellement en prison. Et Thomas Bouvattier, auteur de Petit manuel de contre-radicalisation, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Thomas Bouvattier. Bonjour. Alors pour le renvoquer, il faut interner et enfermer immédiatement tous les djihadistes qui sont revenus en France. Vous travaillez sur cette question depuis longtemps. Vous publiez d'ailleurs un livre sur la radicalisation. Est-ce que l'enfermement pur et simple, c'est la bonne méthode, la bonne réponse? Alors je pense qu'il y a plusieurs réponses. On peut parler de prévention de la radicalisation. Dans cette prévention de la radicalisation, il y a tout un ensemble de méthodes éducatives, sociales. Après, en ce qui concerne l'enfermement de gens qui reviennent du territoire d'Irak-Syrie, les revenants, la judiciarisation est obligatoire. C'est-à-dire qu'ils vont directement en prison. Est-ce que c'est la seule méthode à faire ? Oui, pour le moment, c'est un crime qu'ils ont commis. Alors, pour qu'on comprenne bien l'ampleur du phénomène, parlons de chiffres un instant. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, parlait tout à l'heure de 240 adultes et 50 mineurs, beaucoup moins de 12 ans. Un rapport d'un think tank américain fait lui état de 5600 personnes au total, toutes nationalités confondues, qui reviendraient en Europe. 5600 personnes qui reviendraient donc en Europe. Est-ce que les chiffres qu'on connaît, donc ces 240 adultes en France, sont minorés? Est-ce qu'il faut en fait attendre pour la France à beaucoup plus de retours? Alors d'abord, il faut attendre la fin des combats, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être tués parmi ce chiffre-là, ou emprisonnés par les forces diverses en présence. Ils peuvent être emprisonnés par les Kurdes, ils peuvent être emprisonnés par les Turcs aussi, ils peuvent être emprisonnés par le Hezbollah, ils peuvent être emprisonnés par différentes factions. D'ailleurs, la famille qui demande son retour, c'est une famille qui a été emprisonnée, je crois, par les Kurdes. Donc, il y a ceux qui vont aussi fuir et qui vont aller dans d'autres territoires de combat pour continuer leur djihad. Et il y en a une partie qui vont revenir. Donc, il faut bien faire attention à ces chiffres, parce que ces chiffres, si on ne prend que le chiffre de personnes françaises en Irak-Syrie, aujourd'hui, ils ne vont pas tous revenir. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont partir ailleurs, il y en a qui vont être emprisonnés par les différentes forces en présence. Est-ce que certains négocient leur retour avec les autorités françaises et est-ce qu'ils sont nombreux à le faire? À contacter les autorités, oui, et à négocier ce retour? Oui, en fait, depuis l'arrivée des premiers djihadistes et des premières déconvenues, il y a des familles ou des individus qui veulent négocier leur retour. Ça, c'est une vérité, mais qui n'est pas maintenant. Ça fait, en fait, depuis que les gens vont là-bas, ils se rendent compte que c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et ce retour, il passe forcément par la prison? Alors, quand on a déclaré la guerre à la France, notamment, oui. Quand on va sur le terrain et qu'on s'est battu, oui. Toutes les personnes qui reviennent sont jugées, et puis après, c'est au cas par cas. La peine est appliquée selon que la personne ait participé au combat ou pas, et si elle est majeure ou mineure. Alors justement, le retour des mineurs qui beaucoup, on l'a dit, ont moins de 12 ans, comment faut-il les traiter? Comment peut-on juger de leur dangerosité? Comment peut-on juger de la dangerosité d'un enfant qui n'a même pas 12 ans?
Alors déjà, c'est difficile de juger la dangerosité d'un adulte. Parce qu'en fonction de ce qu'il dit, on ne sait pas si c'est de la taqiya, c'est-à-dire quelque chose qui est permis en islam, qui consiste à cacher ses intentions. Et en l'occurrence, les djihadistes ont fait preuve de beaucoup d'adresse à reprendre de l'alcool, à avoir une vie, se raser la barbe, à dire tout et n'importe quoi, uniquement pour qu'on les laisse tranquilles, entrer en sous-marin en fait, et puis on ne les reconnaît pas, on ne reconnaît pas que ce sont des djihadistes, et puis après ils peuvent repasser à l'élection. Mais sur la question de l'endoctrinement et du désendoctrinement des enfants. Après, donc, comme c'est difficile pour les adultes, pour après les enfants, il faut voir d'abord quel âge ils ont. Il faut savoir que dès qu'un enfant atteint la puberté, ce qui est jugé à l'apparition de poils pubiens ou de poils sur la moustache, il peut participer au combat. Et on entraîne les enfants à mettre des coups de couteau dans les cadavres, on les entraîne à faire beaucoup d'atrocités, mais les garçons seulement. On les amène sur des terrains d'exécution pour qu'ils puissent assister à ça, afin de les préparer à ça. Donc tout le travail avec ces enfants-là, à mon avis, doit être mis en rapprochement avec le travail qui a été fait avec les enfants soldats. Après, encore une fois, il faut savoir s'ils sont pubères ou pas. Donc effectivement, avant 12 ans, un enfant garçon peut avoir participé au combat, et en revanche, une fille, non. Après, les enfants de moins de 10 ans au moins, je pense, n'ont pas participé au combat. Mais il suffit, et en tout cas, ce qui est très important, c'est de les placer, bien sûr, en dehors de les parents, dans une famille d'accueil ou dans un centre qui puisse être à même de les reprendre en main, ou de reprendre en main l'éducation qui a manqué. Vous travaillez, on l'a dit, en liaison avec le ministère de l'Intérieur sur des programmes de prévention de la radicalisation. Il y a 18 mois, le gouvernement avait annoncé la création de 13 centres de déradicalisation. Il n'y en a finalement eu qu'un seul, c'est Beaumont-Environ qui a fermé en juillet dernier. Pourquoi ça n'a pas marché ? Je crois que le terme déradicalisation est en soi une des réponses, parce que la déradicalisation, c'est un paradoxe. On ne déradicalise pas quelqu'un. C'est déjà quelque chose qui est basé sur le volontariat. Donc une personne à qui on demande de se déradicaliser volontairement, elle est forcément déjà déradicalisée, entre guillemets. Donc ça fait pas de sens. Mais concrètement, pourquoi le centre a fermé ? C'était le seul centre en France, alors que déjà il devait y en avoir 13. Le gouvernement en avait promis 13, il n'y en a eu qu'un seul. Et ce dernier, l'unique centre, a fermé. Pourquoi ? Alors déjà, s'il y en a eu 13 et qu'il n'y en a eu qu'un qui a ouvert avec peu de personnes, c'est parce que justement cet appel au volontariat était paradoxal avec le fait d'être radicalisé. Si on est radicalisé, on n'a pas envie de se déradicaliser. Alors si on est déjà pris dans la contradiction des thèmes qui fondent ou qui justifient la radicalisation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait que c'était pas exactement ce à quoi on s'imaginait. On peut subir des traumatismes en France sur le terrain ou dans des groupes radicalisés, et ce traumatisme-là peut être à la source d'un désir d'en sortir. Mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires. Non seulement ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires, mais aussi parce que le terme de déradicalisation est en soi une tricherie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déradicaliser quelqu'un. C'est à lui de le faire par lui-même. On peut l'encourager, on peut l'encourager. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas ne plus étudier les processus de désembrigadement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des programmes de déradicalisation en prison, de désendoctrinement en prison, puisqu'on le sait, le milieu carcéral est un des premiers lieux d'endoctrinement? Alors, déjà, il faudrait reprendre un tout petit peu ce que c'est que la radicalisation, parce que ça va nous permettre d'aborder ce que c'est que le désembrigadement, voire une déradicalisation personnelle. La radicalisation, c'est le fait de ne pas pouvoir se passer d'une famille. Et en fait, c'est de passer de sa famille à une autre famille, de faire un troc de racines, puisque la radicalisation vient de radix, les racines. Et donc, c'est de rester dans un environnement clos, fermé au monde, coupé du monde. Et c'est ce qui se passe dans un gang, c'est ce qui se passe dans un groupe radicalisé, mais c'est aussi ce qui se passe en prison. Dans une prison, on est coupé du monde, on est fermé, on est tenu. Donc, les méthodes, pour l'instant, il y en a eu deux, en gros. La prison, c'est le premier lieu sur lequel on doit travailler, sur lequel les pouvoirs publics doivent travailler?
La première, c'est la famille, parce que c'est dans la famille en fait que naissent... Quand on parle du retour de Ouais. ces djihadistes, puisque Ouais. on les enferme, c'est ce qu'il faut faire, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Une fois qu'ils sont enfermés, c'est sur le milieu carcéral justement qu'il faut travailler. Alors, c'est le milieu carcéral, évidemment. D'abord, c'est la personne qu'il faut regarder, qu'il faut étudier, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, est-ce qu'elle est en taquilla ou pas, est-ce qu'elle est contre Daesh, mais être contre Daesh, ça ne veut pas dire être contre l'établissement d'un califat. C'est-à-dire on peut être contre Daesh et dire que Daesh, c'est pas bien, mais être pour Al-Qaïda, par exemple. Donc, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Et en prison... On a fait, au début, on a mis les judiciarisés, radicalisés en contact avec d'autres prisonniers, et il y a eu cet effet de propagation de leur théorie. Et après, ils ont mis les radicalisés ensemble, et puis finalement, ils se sont entretenus dans leur idéologie. Donc, la troisième position, c'est celle-ci qui va être intéressante. Qu'est-ce qu'on fait d'eux en prison? Est-ce qu'on ne leur donne pas le choix de travailler sur leur embrigadement? Dans ces cas-là, c'est une obligation. Soit on continue à dire, ben voilà, c'est votre choix. Et dans ces cas-là, ça repose sur le volontariat avec les mêmes problèmes dont on a parlé. Très rapidement, est-ce qu'à vos yeux, la France est en retard en matière de déradicalisation comparée aux autres pays européens, par exemple? Non, je ne crois pas. Parce que les programmes de déradicalisation, entre guillemets, bien entendu, qui ont été mis en place en Angleterre, par exemple, ont fait appel à des salafistes non guerriers. En fait, il n'y a pas mieux pour dire à un djihadiste de ne pas se battre qu'un salafiste non guerrier qui va lui dire « te bats pas avec des armes, on va faire autrement ». Ou voir les frères musulmans qui vont dire « on va arriver à créer un califat, mais par le vote ». D'accord. Merci beaucoup. Merci Thomas Bouvatier d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie, merci. Merci Thomas Bouvatier. Merci à vous, Saveria. Emmanuel Macron a achevé samedi sa visite dans une Guyane toujours sous tension. 6 mois après un large mouvement social, il a plaidé pour une nouvelle page des relations entre État et territoires ultramarins, sans écarter des aménagements constitutionnels. Alors on va en débattre avec mes invités. Retour sur ce déplacement avec Jérôme Bonnard. À Cayenne, jeudi dernier, l'avion du chef de l'État s'est posé en terrain miné. Le mouvement social qui a embrasé la Guyane au printemps a laissé des traces et beaucoup d'attentes. Emmanuel Macron, lui, est arrivé droit dans ses bottes. Après avoir visité le centre spatial de Kourou, il est allé au contact des Guyanais, notamment ceux des quartiers défavorisés, avec un objectif: convaincre coûte que la rupture avec le passé est la bonne méthode pour développer le territoire, sans intention réelle de négocier. Au risque de provoquer à nouveau de vives tensions, des manifestations ont dégénéré dans les rues de Cayenne. La rencontre avec les membres des grands frères et de Pour la Guyane d'école n'aura pas lieu. Et la République, elle ne cède pas aux gens qui sont en cagoule. Et là-dessus, il n'y a pas de solution de facilité, justement. La facilité, ce serait de leur céder. Ça n'est pas l'idée que je me fais de l'autorité de l'État. Donc je ne cède à aucune facilité. Le président arrivé ici se devait de nous recevoir. Nous avions demandé une rencontre avec lui et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Au cœur du débat, la mise en place des accords de Guyane négociés avec l'ancien gouvernement, un plan d'urgence de 1,1 milliard d'euros que le jeune président a promis de débloquer. Quant aux 2 milliards d'euros supplémentaires, Emmanuel Macron a fait valoir son franc-parler en proclamant haut et fort qu'il n'était pas venu en Père Noël. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Théatin, bonjour, vous êtes journaliste politique à France-O et Outre-mer Première, merci d'être avec nous. Yvan Gouet est également sur ce plateau, bonjour, vous êtes porte-parole des 500 frères en Ile-de-France, secrétaire de l'association Trop Violent. J'accueille également Antoine Karam, bonjour, vous êtes sénateur de la Guyane, apparenté au groupe La République En Marche, merci d'être avec nous. Et Jean-Michel Martial est également sur ce plateau, bonjour, vous êtes le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, le CREFOM. Merci à tous les cadres. Première question pour vous, Antoine Karam. Quel bilan dressez-vous de cette visite du chef de l'État en Guyane? On a dit un bilan parfois un peu amer? Alors pour moi, le bilan est mitigé parce que s'il y a eu le fond, et on en reparlera, il y a eu aussi la forme. Je pense qu'on aurait pu éviter les incidents du jeudi soir. D'autant plus qu'il y a eu des accords qui ont été signés le 21 avril. Et que sous le quinquennat précédent? Sous le quinquennat précédent, mais qui engageait l'État. Et à partir du moment où l'État est engagé, ces accords doivent être respectés. Ouais. Or, dans ces accords, si le milliard 80 est engagé, mais les 2 milliards 3 additionnels
j'ai entendu, vous avez entendu comme moi, nous sont renvoyés pour les assises de l'outre-mer. Or, nous ne sommes pas inscrits dans cette démarche. Donc, à partir de ce moment, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été proposé à Cayenne pendant ces derniers jours. Même analyse, Yvonne Goua, un bilan un peu mitigé? Oui, en fait, du coup, certaines annonces, certaines méthodes de communication, hein, parce que dès l'arrivée, indiquer qu'on n'est pas le Père Noël, c'est quand même à un moment donné particulier. C'est-à-dire que surtout pour une population qui s'est réveillée et qui, à un moment donné, a émis quelques revendications. Donc après, on prend le recul d'analyser la conférence de presse sur l'accord et on se dit que même si la chute est un peu chaotique, encore une fois, on provoque le collectif, on les traite de délinquants et de plein de choses dont je me passerai, finalement, à l'intérieur, il y a des choses qui sont dites et des propositions qui sont faites. Donc, ouais, assez mitigé. En fait, tout ce qu'on aimerait dire à M. Macron, c'est qu'on a entendu. On a entendu le message, on a compris, les Guyanais ont compris. En fait, aujourd'hui, on nous dit très clairement, je suis le chef, je suis le patron, je décide de comment ça va fonctionner. Est-ce que ce n'est pas aussi un discours de vérité de la part du chef de l'État? Il y a eu pendant des années beaucoup de promesses annoncées et non tenues au final. Est-ce que vous ne préférez pas ce type de discours finalement? Je dis que on verra ce que ça va donner, comme il dit, rendez-vous dès 2018 d'ailleurs, puisqu'il y a un rendez-vous à l'été 2018, et on verra aussi d'ici les 2 années ce que ça va donner. Mais un discours de vérité, moi j'y mets quelques réserves et je suis perplexe déjà quand on dit que le plan d'urgence est mis en œuvre à 100%. Quand même, l'association Trop-Violence fait partie des signataires et c'est faux. Donc c'est faux, c'est-à-dire qu'effectivement, autant on engage des fonds, donc autant sur des euros on est d'accord, que sur on va dire la forme. Donc aujourd'hui, par exemple, les effectifs de force de l'ordre qui soient affectés aux bonnes missions, on n'y est pas, on n'est pas au rendez-vous. Le tribunal de Saint-Laurent, ça sera pour 2020 ou je ne sais plus quand. Donc on n'est plus dans l'urgence. Ouais. Laurent Stett, vous étiez sur place. Est-ce que c'est un changement de stratégie, selon vous, cette nouvelle méthode d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Outre-mer et plus particulièrement de la Guyane? Alors, c'est vrai qu'effectivement, Outre-mer, on n'est pas habitué à ce langage. Je ne suis pas le Père Noël. Alors, ça a été assez mal pris en Guyane, mais ça a aussi été mal pris ailleurs, Outre-mer. Alors, c'est vrai que j'ai des confrères journalistes qui me disent, mais il l'aurait dit aussi dans l'Hexagone, mais sauf qu'il y a un rapport particulier Outre-mer qui fait que, ça reste, il y a des susceptibilités qu'il faut peut-être un peu ménager. Donc, alors effectivement, c'est vrai que du côté des promesses, je ne veux pas faire de promesses qui ne seront pas tenues. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des choses qui ont été promises. Alors quand on voit aujourd'hui la situation des Outre-mer, quand on parle par exemple des États généraux en 2009 et arrivé aujourd'hui, finalement, on en est au même point, les mêmes taux de chômage, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Donc effectivement, il a un langage de vérité, mais en tout cas pour lui, il y a un changement de méthode, c'est clair, mais peut-être qu'il faut faire attention à la façon dont on s'adresse aux populations d'outre-mer. Jean-Michel Martial, on parlait de ce changement de stratégie du chef de l'État. Est-ce que ça vous inquiète, finalement, par rapport aux politiques qu'il compte mettre en œuvre outre-mer? Si ça m'inquiète, nous sommes tous vigilants. La société civile, la société associative, les élus, tout le monde est vigilant. Effectivement, il semble qu'il y ait un changement de méthode, il y a un parler différent, on le voit en bras de chemise, il est vraiment dans l'action. Nous nous appuyons sur les faits. Et on voit qu'il y a un temps de latence entre le moment où les choses sont dites et le moment où elles entrent en exécution. Et entre les deux, les seuls qui souffrent, c'est la population. Donc la population souffre toujours trop. Elle le manifeste, les élus le traduisent. Maintenant, quand cela va-t-il cesser? Quand les mesures vont-elles être opérationnelles? On est en train d'attendre les assises pour déterminer à partir de quand les urgences seront prises en compte réellement. C'est un peu délicat, on ne peut pas se satisfaire uniquement de cette situation, bien qu'on sache que cette méthode-là a du bon. Il y a quand même des urgences qu'il faut traiter de manière différente. Mais Antoine Karam, finalement,
Emmanuel Macron l'avait déjà dit pendant sa campagne, les plans de convergence sur 10 ans, c'est terminé. Il faisait allusion à la loi pour l'égalité réelle des Outre-mer de février 2017, qui avait tracé finalement une méthode pour mettre à la fois en œuvre ces plans de convergence sur 5, 10 ou 15 ans. Il n'y a pas de surprise finalement dans son discours. Non, moi je ne veux pas m'inscrire dans cette déclaration. Il y a eu des événements majeurs qui ont mobilisé la population guyanaise. Quand dans une ville comme Cayenne, il y a 30 000 personnes qui défilent, ça représente 3 millions de personnes à Paris. Les gens sont descendus pour protester contre l'insécurité, pour avoir des moyens pour que la Guyane se remette à niveau, pour un certain nombre de besoins élémentaires, l'eau potable, l'électricité, la santé, l'éducation. Les gens se sont mobilisés. Moi, je reviens sur l'accord. L'accord doit être respecté. Oui. Ni plus, ni moins. Qu'est-ce qu'il vous dit sur les 2,3 milliards qui n'ont pas été versés? Ça sera renvoyé aux assises. Alors, assises, vous savez que j'ai une histoire politique. J'ai vu passer 5 présidents de la République en Guyane. Alors c'est vrai qu'ils ont fait des promesses, avec des états généraux, des plans verts, avec des assises, et tunti quanti. Finalement, les assises, elles se déroulent dans la rue. Parce qu'à chaque fois que la Guyane a pu obtenir quelque chose, c'est parce que la rue l'a demandé. Je pense au rectorat, je pense à l'université, je pense à la question du prix de la cherté de vie et de l'essence, et aujourd'hui, ces accords de Guyane. Alors, il faut respecter des engagements. Il faut trouver les voies et les moyens pour permettre à la Guyane de pouvoir sortir de son état de sous-développement. Il y a un paradoxe en Guyane. D'un côté, le centre spatial qui est hyper performant, et de l'autre, et puis la journaliste, Mme Tatin, qui est là, l'a pu le constater, à moins de 10 km de Cayenne, il n'y a pas d'eau et d'électricité et de téléphonie mobile. Voilà la réalité de ce territoire. Si on ne prend pas en compte cette réalité, je peux vous dire que la mèche est déjà allumée depuis longtemps, et les élus que nous sommes, nous ne pourrons pas. Mais vous êtes deux sénateurs, La République En Marche, ça va peser, non, attendez-moi, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis rentré dans ce groupe en tant qu'apparenté parce que c'était le seul groupe au Sénat qui offrait un espace d'expression aux sénateurs de l'Outre-mer. Nous sommes 2. Mais je suis d'abord un élu de Guyane, et je suis membre d'un parti qui est un parti autonomiste qui s'appelle le Parti socialiste guyanais. Donc je suis libre, mais complètement libre. Et ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de mon pays. Je ne suis pas dans une stratégie politicienne ou électoraliste, je préfère le dire tout de suite. Yvan Goua, il y a ces assises de l'outre-mer. Finalement, le sénateur Karam le disait, les revendications, on les connaît, les demandes des Guyanais, elles ont été exprimées dans la rue. Ça va servir à rien, ces assises? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, on essaye de nous faire passer un discours de vérité, mais qui ne peut pas être entendu, qui n'est pas compris, puisqu'en parallèle, en fait, c'est sous couvert quand même de contre-vérité. D'accord ? À un moment donné, on dit que les Guyanais sont des enfants gâtés qui demandent des milliards et des euros. En fait, le discours à la conférence était très tourné autour des euros. Je tiens quand même à préciser que ces euros-là, quand même, c'est des écoles, c'est de l'eau potable, des routes, ce sont des besoins, comme on disait ici, primaires, mais quand même essentiels. Donc les réduire à des euros, c'est un peu maîtriser la population quand même, mépriser ceux qui les ont construits, et aussi de dire qu'on a mis de côté les élus. Si à un moment donné, effectivement, au début, c'était vrai, parce que ça a été expliqué, parce que pour qu'on en soit quand même 50 ans après à ce niveau-là, c'est que les élus ne sont pas entendus, d'accord ? Ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas assez... Donc la population a décidé, a dit très clairement aux élus, mettez-vous de côté, c'est un peu ça, c'est vrai, et nous allons réclamer notre dû. Parce que c'est un dû, l'eau potable. Je ne connais aucune commune de France qui n'a pas d'eau potable et d'électricité potable. D'électricité. Laurence Théatin, on voit bien que ces assises de l'outre-mer, beaucoup d'élus et la population ultramarine commencent à douter de leur utilité. Alors, c'est vrai que... Voilà, c'est vrai que ce qu'on dit, ce que la population dit, que ce soit en Guyane et ailleurs, c'est que... on craint que ce ne soit des assises de plus. Parce que c'est vrai qu'il y a eu les états généraux, comme Antoine Karam le disait, il y a eu des états généraux. Même pour le projet de loi sur l'égalité réelle, c'était en quelque sorte aussi des assises où il y a eu un appel de la population, une participation de la population. Tout ça, ça aboutit à chaque fois à des projets de loi. Enfin voilà, on consulte. Et là encore, on a encore des assises. Alors du coup, c'est vrai que du point de vue de la population... Voilà, on a effectivement cette impression que ce sont des assises de plus. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en fait,
comme je vous disais, il y a les états généraux, le projet de loi sur l'égalité réelle, on verra ce que ça va donner. Mais sauf que, effectivement, la situation, elle n'évolue pas. Comme vient de le dire Antoine Karam et madame, c'est vrai que, moi, j'étais en Guyane, mais je vous assure que, on peut à peine téléphoner. C'est quand même incroyable dans un territoire où la fusée décolle. Et c'est ce que vous dites, les Guyanais. Vous dites, mais attendez, la fusée décolle chez nous, on ne peut même pas téléphoner, on n'a pas Internet. C'est une catastrophe. Ce rattrapage des Outre-mer par rapport à la métropole, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'on y arrivera un jour dans le cadre institutionnel qu'on connaît, Jean-Michel Martial? Je pense que c'est pas nécessaire, c'est obligatoire. Il s'agit de respect. On respecte les individus. Si on respecte la population française, on respecte toutes les composantes de la population française, y compris celle qui est outre-mer, qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit en Guyane, qu'elle soit à La Réunion. Et cela passe par le minimum qui est octroyé à n'importe quelle cité hexagonale. On doit avoir exactement la même chose en outre-mer. Moi, je pense que les assises, je ne crois pas que le gouvernement va se limiter à donner 1,8 milliard. Je ne pense pas. Je pense que ça serait insultant. Je crois que le gouvernement a la possibilité d'aller au-delà et que les assises permettront, je suis un utopiste, mais pas uniquement, je pense que les assises permettront de préciser les espaces particuliers dans lesquels que l'État choisira dans lequel l'État choisira de s'impliquer. C'est ce que j'ose espérer, parce que j'ai foi en la chose qui est promise. Parce que le président m'a dit les yeux dans les yeux, je fais ce que je dis, je le crois. Pour ma part, je le crois. Mais j'attends à ce qu'on réduise les délais, parce qu'il y a des choses qui sont insupportables et les gens ne vont pas les supporter, parce que nulle part ailleurs, ils ne le supporteraient. Laurence Latin et ensuite Antoine Karam. Oui, alors c'est vrai, effectivement, vous évoquiez les plans de convergence. C'est vrai que lorsque le projet de loi sur l'égalité réelle a été voté, c'est vrai qu'on a dit, mon Dieu, mais 10 ans, 20 ans, mais il y a des urgences, 10 ans, 20 ans, c'est trop. Effectivement, c'est vrai que Emmanuel Macron... voilà, ce qu'il dit, c'est que voilà, moi je veux aller vite. C'est vrai qu'il veut aller vite, ça, il le dit. C'est vrai, il a les assises, c'était sa feuille de route pour le quinquennat. Il a indiqué les filières qu'il souhaitait voir structurées. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a un chemin qui est tracé. Donc après, il faut voir est-ce que les différents territoires voudront et vont donc effectivement se caler dans ce chemin qui est tracé par Emmanuel Macron. Oui, sauf que quand même, lorsqu'on parle de 50 ans de retard de la Guyane se dit comment on va réussir à parler de nos priorités lorsque, à un moment donné, on est noyé dans l'ensemble. On n'a rien contre les autres départements qui sont nos frères, qui sont nos cousins, il n'y a pas de souci. Mais derrière, comment on va rattraper ce retard-là quand on est dans un budget global? Donc déjà, en plus, qu'on nous dit aujourd'hui que oui, je ne peux pas vous donner les milliards que vous réclamez parce que je ne les ai pas, très clairement. Donc parce que c'est compliqué aujourd'hui de construire des ponts, parce que ça coûte cher en Guyane. Donc, à un moment donné, il va bien falloir se pencher sur les problématiques guyanaises. Et on ne dit pas non aux assises, on dit juste que le calendrier n'est pas le bon. Et en fait, le message de la population guyanaise n'est pas entendu au travers de ces assises. Antoine Karam. Moi, je combats l'uniformité. Ce qui est bon pour la Martinique ne peut pas être obligatoirement être bon pour la Guyane ou pour la Guadeloupe. Nous avons une situation réelle. Nous sommes le seul territoire de France et d'Europe où on a une population qui augmente tous les 20 ans, qui double tous les 20 ans, avec un taux de fécondité très élevé. Donc, si on ne prend pas en considération cette situation, on va dans le mur. On va dans le mur parce qu'on ne peut pas construire des écoles pour accueillir des enfants. Et vous savez comme moi que la France est le pays des droits de l'homme, d'où que vous veniez. Quand vous arrivez sur un territoire français, on doit vous accueillir, vous avez droit à la santé et à l'éducation. C'est la base même, c'est le pilier d'une société. L'éducation est le pilier d'une société. À partir du moment où les conditions ne sont pas réunies, eh bien on travaille de façon à ce qu'on ne puisse pas accueillir ces gens. La question de l'immigration, il faudra en parler de façon très objective. Et il faut le dire. Pourquoi en Guyane on a accueilli et comment on a fait pour accueillir 20 000 personnes de plus qui sont demandeurs d'asile aujourd'hui, en moins de 3 ans. On a parlé beaucoup du nord de la France, là, de Calais. Eh bien, ça fait du bruit. Et aujourd'hui en Guyane, vous avez des gens qui dorment dans la rue parce qu'il n'y a pas de centre d'accueil pour accueillir ces personnes. Voilà la réalité de la Guyane. Pour moi, la satisfaction que je retiens de visite du président de la République, ça a permis à la presse nationale et à la presse internationale
d'avoir un regard sur la Guyane. Parce que s'il n'y avait pas eu les événements de mars-avril en pleine élection présidentielle, là, les événements se sont invités dans la campagne présidentielle. Personne n'aurait parlé de la Guyane qu'en dehors de la fusée qui part tous les mois. Emmanuel Macron qui était accompagné de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Est-ce que des solutions aussi peuvent venir de l'Union européenne pour l'avenir de la Guyane? Mais l'Union européenne, enfin je reprends ma parole, a une dette envers. C'est la Guyane qui donne en Amérique du Sud la dimension internationale de l'Europe. Nous partageons 1250 km de frontières, dont 700 km de frontières avec un géant qui s'appelle le Brésil. C'est la porte d'entrée du Mercosur. Comment voulez-vous que la Guyane soit laissée pour compte alors que c'est elle qui donne? Et d'ailleurs, Juncker l'a reconnu. Il a dit à un moment donné, en tous les cas il a écrit, qu'il reconnaît qu'il y a une faute politique de l'Union européenne depuis des années d'avoir laissé la Guyane dans un tel état. Les interventions de cette personne, ces interventions étaient de meilleure qualité, nous on tient à dire, de meilleure qualité de toutes les façons que effectivement l'inverse, que je ne citerai pas. Mais je crois qu'au-delà des promesses, il y a des transferts de compétences. Quand l'État dit nous intervenons à hauteur de, l'État ne dit pas que l'Europe n'interviendra pas. Donc je crois qu'il y a un processus qui est en marche, des choses qui sont dites, il y a des choses qui vont être faites et qui ne sont pas dites. Lorsque M. Juncker est là, cela implique, implique des rapports, cela implique des contacts à haut niveau entre l'Europe et puis les dirigeants, entre les élus. À partir de là, on peut penser qu'il va y avoir des conséquences. Maintenant, on en est aux priorités et aux urgences. Antoine Karam, ce sera le mot de la fin. Oui, voilà, vous savez que la Guyane, c'est la superficie de l'Autriche, 84 000 km². Moins de 500 km de route. Aujourd'hui, un jeune, pour se rendre à Saint-Laurent-du-Maroni en quittant Maripasoula, doit prendre la pirogue ou l'avion. Il n'y a pas de continuité intraterritoriale. Et lorsque nous réclamons une route du fleuve pour pouvoir permettre aux habitants de Guyane de circuler librement sur le territoire, on nous répond, on vous renvoie vers les assises dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans et tout. La population ne pourra pas attendre. Elle est exaspérée, excédée. Eh bien, merci Antoine Karam, merci à vous Jean-Michel Lemartial, merci Laurence Théatin, merci Yvan Gouad d'être venu participer à ce débat. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous sénateur à domicile. Aujourd'hui, direction le Pas-de-Calais avec Dominique Vatrin. Ce département où vivent beaucoup d'anciens mineurs est frappé par la désertification médicale. Conséquence, ils sont nombreux à renoncer aux soins. Reportage de Samia Dechir. Bonjour. Sénateur du Pas-de-Calais, Dominique Vatrin connaît bien Victor Mastroianni. Cet ancien mineur est une des figures de Méricourt. Arrivé d'Italie, il a commencé à travailler dès l'âge de 16 ans. Voilà ma carrière du premier jour au dernier jour. Et alors, voilà. 1958, Hénin-Liétard, fosse 4-5. Et vous avez fini à la fosse 9 de Wanis, qu'on disait tout à l'heure, en 1990. 90. C'est la fermeture du dernier. Mastroianni à 50 ans d'âge, voilà, oui. Et on se pose la question, ici à Méricourt, ça a fermé quand depuis de mine? Alors, Méricourt, si vous voulez, on a arrêté le personnel. Moi, j'ai fait 22 ans au fond ici. Puis après, Méricourt? Oui, puis après, on est parti à la fosse 3. Après 32 ans passés au fond de la mine, Victor Mastroianni est atteint d'une maladie respiratoire, appelée la silicose. Ma santé, il n'est pas bien. Je suis pourri. Je suis pourri à cause du travail. Mais je vous dis, je ne regrette pas. Parce que j'ai pas vécu avec mes enfants et ma famille. Voilà où il y a la vérité. En tant qu'ancien mineur, il bénéficie d'un régime spécial de l'assurance maladie qui prend en charge ses frais de santé. Comme lui, 200 anciens de la mine vivent toujours à Méricourt et viennent se faire soigner dans ce centre de santé du régime minier. Allez, monsieur Zimianou, c'est pour les médicaments également 12,6. En 2005, les centres de santé du régime minier ont été ouverts à tous les patients du régime général. Monsieur et madame Zimi, ce n'est pas des patients du régime minier. Ah, voilà. Et vous avez combien de patients hors régime minier, en pourcentage? En consultation, je suis en ouverture 60% voilà, du régime général. Face au manque de médecins libéraux, 4000 patients, anciens mineurs ou non, consultent désormais dans ce centre où l'on pratique le tiers payant intégral. Les anciens mineurs déjà ne payent pas la consultation, mais les patients du régime général, avec leur mutuelle, n'avancent pas les frais. Donc, dans notre région, 25 €, parfois c'est difficile de sortir 25 €. Donc c'est vrai que le fait de ne pas
payer la consultation, c'est un atout. Puis après, la prise en charge globale avec la prévention, l'accueil. On travaille en binôme avec une infirmière, un secrétariat. On est ouvert de 8h à 20h. Une offre de proximité précieuse dans un contexte de désertification médicale. Mais en 2011, un décret annonce la disparition programmée du régime minier. 2 ans plus tard, le centre d'Auchel, autre ville du bassin minier, a fermé ses portes. Là, on est ici devant un centre de santé où il y avait une dizaine de spécialités, avec des spécialistes. Il y avait 2 fauteuils dentaires, il y avait des cardiologues, il y avait des pneumologues, il y avait toute une diversité, une palette de spécialités. Petit à petit, les médecins sont partis et on a fermé. On a pris simplement, le régime là a pris acte d'une dégradation sans intervenir positivement. Aujourd'hui, le centre est devenu une friche. Pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue dans le privé, il faut attendre jusqu'à 1 an et demi. La médecine libérale n'est pas venue remplacer l'abandon de ce centre de santé. Ce qui est grave pour le secteur, pour une population qui en a tant besoin, quand on connaît les difficultés engendrées avec les différentes crises. C'est le plus gros taux de chômage qu'il y a dans la région. Le plus gros taux de chômage ici, sur Rochelle. Sur l'ouest du bassin minier. Sur l'ouest du bassin minier. Les gens ne vont plus voir d'ophtalmo pour certaines populations en difficulté et ils ne se soignent plus, ou presque plus. Désormais, le centre de santé minier le plus proche est à 30 minutes de route. Une distance trop importante pour beaucoup d'habitants de cette zone où 35% de la population n'a pas de voiture. Oui, non, c'est pas grave. Dominique Vatrin, bonjour. Vous êtes sénateur communiste du Pas-de-Calais. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Le gouvernement a présenté récemment un plan de lutte contre les déserts médicaux avec des aides pour faciliter l'installation des médecins dans ces zones rurales, avec des simplifications également administratives. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Je crois que le gouvernement a repris les mêmes recettes que celles qui ont été utilisées depuis 10, 15 ans, 20 ans. Et ces recettes, malheureusement, ont échoué. Je crois qu'il faut avoir bien d'autres ambitions que celles-là. Ça ne suffit pas, il faudrait prendre des mesures coercitives pour imposer à certains médecins de venir dans ces zones déficitaires. Alors, je pense qu'il faut à la fois avoir une action de ce genre, qu'il faut discuter, bien sûr, mais aussi il faut créer les conditions d'un accueil des médecins. Parce que je crois que ce qui n'est pas pris en compte depuis trop longtemps, c'est le fait qu'il y a de nouvelles aspirations des médecins de devenir salariés y compris. À 70%, les jeunes médecins, les jeunes diplômés cherchent une médecine de groupe, une médecine en proximité de centres hospitaliers importants, et ils sont prêts à être salariés. Mais l'État ne doit pas seulement imposer à ces médecins une installation dans les zones qui en ont besoin, il doit aussi créer les conditions pour qu'il y ait des centres de santé, comme les centres de santé du régime minier, qu'il faut généraliser, développer. Ça fait partie des propositions du gouvernement, réorganiser l'offre médicale pour encourager justement ces maisons de santé. Ça va dans le bon sens. Oui, alors justement, il parle de maisons de santé. Vous savez qu'une maison de santé, ce sont une association de libéraux. Nous souhaiterions que soit plus mis en avant la création de centres de santé. Et déjà, ces centres de santé miniers existent. Pour ce qui concerne mon territoire, eh bien, je me réjouis que certains soient modernisés. On l'a vu dans ce reportage, c'est quelque chose qui est fondamental pour lutter contre la désertification médicale. Parce qu'on a là une médecine de groupe, on a une population en attente, on a des médecins qui peuvent exercer dans le cadre qu'ils le souhaitent. Et on a la possibilité d'accueillir des stagiaires. Et c'est ce qui fait Filieris, donc l'organisme qui gère aujourd'hui ces dispositifs. Il y a 25, je crois, stagiaires, donc d'internes en médecine, qui sont sous la tutelle, sous le tutorat d'un médecin de ce régime et qui vont prendre goût, je crois, à s'installer dans ce secteur territorial défavorisé où il y a un manque d'attractivité évident.
Dominique Vatrin, je voudrais aussi vous entendre sur ce qui a été voté par vos collègues députés. Eh bien, la généralisation du tiers payant qui a été repoussée. Ça, on sait souvent que le tiers payant permet un accès aux soins. Ça va encore accentuer le renoncement aux soins d'une certaine catégorie de la population. Alors, je pense que le renoncement aux soins, c'est une question fondamentale. Je pense que le tiers payant est une demi-mesure, de toute façon, qui ne règle pas tous les problèmes. Écoutez, moi, je vis à côté d'un hôpital qui se délite, c'est l'hôpital de Lens. Il va y avoir un nouvel hôpital avec 210 millions d'euros d'investissement. Il aurait été possible d'avoir bien d'autres ambitions. Aujourd'hui, le service pneumologie disparaît et c'est un réel problème d'accès aux soins pour les gens qui ne peuvent plus aller dans cet hôpital de Lens et qui sont renvoyés vers le privé, avec parfois pas de possibilité de trouver un médecin spécialiste et souvent aussi renvoyés vers du privé avec des dépassements d'honoraires. Voilà pourquoi ce reportage était important, pour montrer qu'on a des leviers pour régler cela, mais il faut aussi qu'on ait un CHU dans notre département du Pas-de-Calais, 1 450 000 habitants. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples en France qui soient privés d'un hôpital universitaire digne de ce nom. Eh bien, merci beaucoup Dominique Vatrin d'être venu en parler sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 16h30. Bonne soirée.